Bonjour à tous. Déjà, je vais commencer par me présenter, même si Olivier l'a fait. Donc, je suis club maker et club fitter. Je travaille à Seignos dans les Landes à côté d'Hossegor, où en ce moment il y a une compétition de surf. Il faut le souligner. Donc, déjà, je tenais à remercier tout le monde, tout le staff qui s'est mis en place autour de ce projet. Ça va nous permettre à tous de progresser et d'échanger sur les différents sujets. Donc, la présentation va être un peu la suite de ce qu'a fait, ou le complément de ce qu'a fait Philippe ce matin. Donc, je vais commencer par l'influence du profil du shaft sur le swing. Donc, ça, c'est ce que vous aviez dans la présentation. Je l'ai un peu complété avec des éléments, à savoir l'équilibrage complet du club, parce que pour moi, le shaft seul ne peut pas être isolé. Ensuite, un point sur l'alignement du shaft et puis des recherches que j'ai pu faire ou des mesures que j'ai pu faire sur le grip et la rigidité du club de manière générale. Alors, comme je ne suis pas très à l'aise sur scène, j'ai déplacé un peu mon atelier ici pour vous faire quelques petites démos. Alors, dans l'influence du profil du shaft sur le swing, je vais parler donc des composants du club, donc les trois principaux, les caractéristiques du club assemblé, ma vision donc, de ce que j'imagine du club du shaft et du club de golf. Ensuite, une question, le shaft est-il le moteur du club? Les profils de shaft et les mesures, donc ça c'est ce que je réalise dans mon atelier et comment je les utilise. Et ensuite, un point sur la régularité de production qui rejoint ce qu'a présenté Philippe ce matin. Alors concernant donc les trois principaux, j'ai zappé la colle, les férules et le double face pour essayer de me rapprocher des éléments qui pour moi sont importants par rapport à la biomécanique, à savoir la prise en main, le poids, les rigidités qui peuvent influencer de manière positive ou de manière négative le golfeur. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais dans le grip, des fois, le grip est considéré comme un élément un peu mis de côté. En fait, c'est très important, à la fois pour la prise en main, donc à travers sa texture, sa rigidité, etc. On va le voir par la suite. Les mesures que j'ai pu faire font que, par exemple, la rigidité du grip va altérer la rigidité globale du club de golf. Voilà. Ensuite, donc, un point sur la rigidité globale du shaft, à savoir s'il est rigide, s'il est stiff, s'il est senior. Et puis le profil, donc, ce qu'a montré Philippe ce matin avec les différents éléments. On a les petites courbes qui sont juste à côté. Donc le torque, on va faire des mesures en direct pour vous expliquer un peu comment c'est calculé. Donc il y a plusieurs techniques. Donc c'est la résistance du shaft à la torsion. Plus l'indice est bas, c'est en degrés, et plus le shaft résiste à la torsion. Les différentes matières, est-ce que c'est des shafts acier, des shafts graphite, etc. Le poids, l'équilibrage du shaft, souvent on entend parler le balance point. En fait, c'est un point d'équilibre. Hop, je vais le faire comme ça. C'est le point d'équilibre du shaft quand il est nu. Et des fois, il peut y avoir des écarts énormes suivant les shafts qui varient de 45% à 55%. Donc c'est mesuré par rapport au bout du shaft, au type. Et donc en dynamique, le moment d'inertie du club va être complètement altéré à profil et à poids égal au niveau du shaft. Et ensuite, donc, on a la tête, donc on a le poids global qui va influer. On a l'équilibrage, est-ce que c'est une tête qui est à cavité, est-ce que c'est une lame? Et sur les nouveaux drivers, on a des poids qui peuvent être déplacés. Donc forcément, si le poids est plus en tête ou plus en talon, ça va avoir aussi une incidence à la fois sur la balistique, mais aussi sur les ressentis du joueur. Alors les caractéristiques d'un club assemblé. Donc il va y avoir l'équilibrage. Donc au niveau de l'équilibrage, en fait, il y a deux notions principales. La plus connue, c'est le swing weight. Donc ici, j'ai une machine donc, qui est électronique.
Donc en fait, là, on va jouer sur l'équilibrage du shaft, et ça, c'est un équilibrage distatique. Donc plus je vais mettre de poids en tête, et plus je vais augmenter le swing weight. Donc pour ceux qui connaissent, on va passer d'une valeur tous les 2 grammes de D2 par exemple à D3. Et lorsque je vais ici mettre plus de poids au niveau du grip, le swing weight va baisser. Donc ça, c'est une valeur qui est intéressante, qu'on ne peut pas négliger, mais si elle est complètement isolée, on peut arriver à des aberrations. Donc il y a un clubmaker qui s'appelle Tom Wishon qui a mis en place un outil pour mesurer en fait le moment d'inertie du club. C'est ce que va ressentir le golfeur juste avant l'impact, au moment du release. Et en fait, cette valeur-là, quel que soit le poids du grip, en fait, cette valeur-là ne va pas changer. Qu'on mette un grip de 25 grammes ou un grip de 65 grammes, en fait, cette valeur-là ne va pas changer, et on va plutôt se baser là-dessus pour les bons joueurs. Tout à l'heure, je montrerai quelques exemples de clubs où on peut avoir des aberrations en termes de swing weight, mais avec des clubs complètement jouables, ou au contraire, on peut faire des clubs qui ont un swing weight cohérent, mais qui sont complètement injouables. Ensuite, donc, on a la rigidité du club. Donc les club makers, quand on monte, alors je vais... Hop. Donc ici, c'est un clamp pneumatique en fait, qui va serrer les clubs toujours à la même pression. Et ici, on a un outil. Alors, excusez-moi. Voilà. Vous m'entendez? Je vais crier fort. Donc ici, on a un outil qui permet de mesurer les fréquences. Et donc, on va venir mesurer la fréquence. Et la fréquence par rapport à la longueur, ça va nous donner une rigidité de club. D'accord? Donc ça, c'est le processus dans le montage, et qui va affecter effectivement le joueur en fonction de sa vitesse de swing, de ses sensations. Ensuite, qu'est-ce qui va jouer? Il va y avoir la longueur qui va changer la posture. Aujourd'hui, par exemple, on trouve chez des jeunes des clubs qui sont très très longs, et ça développe un swing complètement à plat, avec ce qu'on appelle des moments d'inertie qui sont très élevés, et ça peut être problématique pour le dos. Et ensuite, donc, la taille de grip qui va affecter l'appréhension du joueur. Donc tout ça, en fait, toutes ces caractéristiques, elles vont donner des informations au joueur, que ce soit à la prise en main et pendant le swing, qui vont affecter son swing, qui vont affecter ses sensations. Et on va le voir par la suite. Je vais vous donner ma vision du club de golf. Donc avant tout, ma partie, celle que j'essaie de traiter, c'est d'essayer de donner aux joueurs le maximum de précision, donc sur l'ensemble du sac, parce que pour moi, il faut que les clubs le sac soit homogène. Un outil de précision, mais aussi de distance, parce que si on est précis mais qu'on n'est pas long, ça risque de poser des problèmes, surtout pour les joueurs pros. Donc on est toujours à la recherche d'un maximum de distance, avec une dispersion qui doit réduire. Donc l'idée que j'ai du club de golf, c'est que durant le swing, le club doit se faire oublier. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être un perturbateur de swing, qui, s'il envoie des mauvaises informations, à savoir à travers la rigidité ou à travers l'équilibrage. Si vous avez un swing trop rigide, il peut y avoir des ouvertures de hanches au niveau du golfeur. Un déplacement, comme on l'a vu ce matin avec les plaques de force. Donc ça serait intéressant de faire des mesures avec des clubs complètement différents, à la fois sur des amateurs et sur des professionnels. Mais aujourd'hui, on voit que balistiquement, différents clubs vont affecter le vol de balle, vont affecter les trajectoires et la régularité à la fois de centrage. Voilà. Ensuite, le point, c'est le joueur par rapport au robot. Aujourd'hui, on va le voir par la suite, on est confronté à de la recherche. Alors comme l'a expliqué Philippe, les robots c'est super pour travailler la balistique et faire des tests, parce que le robot est capable de reproduire. Sauf que le robot, par rapport au golfeur, il a zéro sensation,
Et en plus de ça, Philippe l'a expliqué, on n'a pas trouvé encore de robot qui soit capable de reproduire exactement le geste du golfeur. Donc ça conduit à avoir par exemple un shaft où on vous vante que c'est un shaft qui ne donne pas beaucoup de spin. Et en fait, quand vous le faites essayer aux joueurs, ben, c'est un shaft qui au contraire donne du spin parce que ça va changer pas mal de paramètres dans le swing du golfeur. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, c'est quelque chose… alors ce matin, je rigolais parce que finalement, tout le monde, personne n'a de certitude sur le swing. Mais moi, plus j'évolue dans mon métier et moins j'en ai parce que je rencontre tous les jours des cas particuliers. Même chez les joueurs, même chez les très bons joueurs. Et donc ensuite, je terminerai par un club adapté, c'est une progression plus rapide. Aujourd'hui, vous êtes tous là pour essayer de progresser dans votre métier ou dans les parties qui sont connexes à votre métier. L'idéal, si vous êtes un bon enseignant que vous voulez faire progresser un joueur, s'il a des clubs qui ne sont pas adaptés, il va forcément progresser moins vite. Alors, j'ai fait exprès de ne pas mettre la suite. Le shaft est-il le moteur du club? Personne ne me répond. Donc non, le moteur, c'est le joueur. Donc là, c'est ce qu'a dit Philippe ce matin. Le shaft donc, va subir des contraintes que le joueur va lui imposer. Et ensuite, le shaft va essayer de reprendre sa forme initiale avec l'élan. Et donc, l'objectif, pour moi, dans mon boulot, c'est de trouver le shaft et l'équilibrage, parce que je le dis encore une fois, le shaft seul, ce n'est pas une fin en soi, c'est le shaft et l'équilibrage qui va correspondre au mieux au joueur en fonction de son tempo, de sa vitesse de swing, de ses sensations, pour que lui soit capable de reproduire. Alors là, je n'ai pas encore parlé de tête, parce que dans mon métier, c'est ce que je regarde en dernier en fait. Donc on va regarder par rapport à la forme de la tête, laquelle va être la plus tolérante si le joueur par exemple a des difficultés de centrage par rapport au loft et aussi par rapport à l'esthétique. Alors, là je vous présente parce que vous ne voyez peut-être pas bien, donc ça c'est les différentes machine. Donc je vais vous faire une petite démonstration de suite. Donc le premier, c'est un clamp qui a 6 barres et demi qui sert toujours de la même manière. Donc là c'est pareil, c'est une valeur qui a été prise, sachant que le joueur n'a pas un serrage aussi fort. Néanmoins, comme on met des poids assez importants, si le serrage du clamp n'est pas fort, il va y avoir des mouvements. Ensuite, ici, vous avez la machine à fréquence. Et en bas, donc, ce matin, Philippe nous a montré comment était calculé le torque. Alors, initialement on bloquait le shaft et on avait un pied et un pound. Et on regardait de combien se tordait le shaft en termes de degrés. Donc ici, je vais vous faire de suite une démonstration. Je vais me prendre un peu moins raide pour voir plus la torsion. Donc là, c'est juste à titre d'exemple. Donc en fait, cet outil me permet de serrer très très fort le shaft pour ne pas avoir de déformation. Donc là, la table est un peu courte, vous m'excuserez. Donc ici, par rapport, ce matin, il y a une personne qui avait parlé de fréquence. Ben là, en fait, on obtient une fréquence en fait, qui est transformée en torque. Et là, par exemple, on a 3,4 degrés. Donc tous les shafts qui passent dans mon atelier sont mesurés à la fois en fréquence, en torque, en poids, en balance point, etc. Et ça me permet d'avoir une idée très précise des mesures et de ce qui nous est présenté dans le marché. Alors quand j'ai commencé ce métier, j'ai pris tous
toutes les revues techniques, j'allais sur les sites et puis je regardais, je disais tiens ce shaft-là il a peu de torque, celui-là il en a plus. Et en fait j'ai vite déchanté quand j'ai commencé à mesurer et que je me suis aperçu des écarts. Tout simplement c'est que on va dire chaque constructeur a des mesures différentes et on va le voir par la suite, même à l'intérieur d'une même gamme de shafts, il va y avoir des écarts. Alors je vais prendre mon petit laser. Alors, donc ça, bon, ici on a la marque. Alors j'ai pas fait de focus particulier pour descendre une marque ou une autre. Il y a des très bons modèles partout. Donc ici on a le type si c'est un shaft de bois ou de fer, le flex, le diamètre du type, la longueur, le poids total. Alors déjà ce qu'on peut remarquer par exemple sur le poids, on a des shafts ici de 65 grammes qui font 69 grammes et puis on a ces shafts là qui sont normalement dans les 60 grammes qui sont aussi lourds. Et vous voyez, il y a déjà un écart de 5 grammes entre les deux. Et une fois coupés, en fait, ils seront forcément moins lourds. Donc là-dedans, quand par exemple on dit on prend la gamme des 60 grammes ou des 80 ou des 70 grammes, là encore, il va y avoir des écarts. À savoir, certaines marques parlent de shafts montés, d'autres de shafts non montés. Il y a des shafts, par exemple, on va dire la marque FST, c'est ceux qui fabriquent KBS. Il y a un shaft qui s'appelle le FST 125. En fait, il fait 125 grammes brut. Mais une fois qu'il est coupé, il va faire à peu près 101 grammes sur le pitch et 109 grammes sur le 3. Donc, on a déjà 15 grammes d'écart, ce qui est assez conséquent. Ensuite, on a le balance point. Donc là, c'est la mesure du type jusqu'au point d'équilibre. Et ici, on a un pourcentage. Donc là, ce sont des shafts qui sont assez, ce qu'on appelle contrebalancés, donc qui ont pas mal de poids dans les mains. Et techniquement, en fait, il faut mettre des fibres plutôt nobles pour avoir des shafts contrebalancés, parce que sinon, on a un type qui est très souple avec un type qui est très souple aussi. Et donc, pour ça, il faut rajouter des fibres nobles pour compenser ces pertes. Et donc, derrière, on a toutes les mesures. Donc, la première mesure en butt, on utilise une masse classique. Donc, en fait, qui va remplacer le poids du driver, le poids de la tête. Et ici, on va venir tester le shaft dans son ensemble. Ça va nous donner une idée de la rigidité globale du shaft, à savoir est-ce qu'il est régulier, est-ce qu'il est stiff, est-ce qu'il est extra stiff. Je vais revenir après sur cette notion-là. Derrière, on a 7 valeurs. Ces valeurs-là, en fait, vont nous permettre de découvrir le profil du shaft. Alors ce matin, on a vu une petite animation où on mesurait le shaft section par section. Je vais en prendre un là. Donc en fait, les courbes EI qu'on a vues ce matin, en fait, section par section, on vient mettre un poids et mesurer comme ça. Celles-ci, on les fait de manière différente. On utilise un poids qui est un peu plus lourd, parce que quand on arrive en type, on a des fréquences qui sont très très hautes. Donc bien sûr, avant ça, je fais un travail sur l'orientation du shaft que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc on va mesurer la fréquence et ensuite on va avancer. Donc du butt jusqu'au type, on va raccourcir comme ça pour arriver jusqu'à 11 inches et pour prendre toutes les valeurs. Plus les valeurs de torque, donc clampé, brut et un peu plus bas puisque le shaft va être coupé pour avoir une notion de la résistance au torque. Donc ce qui est important, ces valeurs-là, elles vont être intéressantes pour les comparer une à une, par exemple sur le type quand on a des valeurs qui se ressemblent.
Par exemple, ici, là, on a 6,2 et 6,6, alors qu'il y a un écart qui est très très faible à ce niveau-là. Donc ces valeurs-là, en fait, vont être transformées en 3 valeurs, une rigidité en butt, une rigidité au milieu et une rigidité en type. Et c'est avec cet outil-là, en fait, qu'on va travailler au niveau du fitting. J'ai repris sur une planche un peu plus loin ces données-là donc pour vous expliquer un peu comment moi je les utilise. Alors j'ai fait un focus sur une marque et sur 2 shafts qui se ressemblent quand on les prend, à part le fait qu'il y ait marqué ST dessus, il n'y a pas du tout d'écart. Et là en fait on s'aperçoit qu'il y a donc pour le ST qui veut dire tour, on est à 274 cycles par minute et celui qui est juste dessous, on est à 248. Donc ce matin, Philippe vous a dit 10 cycles correspond à une rigidité. Donc là, on a 2 rigidités et demi d'écart entre 2 shafts qui se ressemblent et sur lesquels il y a marqué stiff. Donc c'est assez conséquent. Et dans la même marque. C'est pareil chez les autres. Donc ici, j'ai mis en parallèle les mesures que je viens de vous montrer avec les profils, que Philippe vous a montré ce matin, les profils EI. Alors ici, j'ai essayé de reprendre les mêmes couleurs. On voit que les courbes bleues, celle-là, elle devrait être au-dessus. En fait, vu que moi je m'arrête à 11 inches pour la mesure, ben en fait, on est plutôt à ce niveau-là, au niveau du profilage de shaft. Et vous voyez, cette pointe-là, en fait, elle correspond à cette rigidité-là. Donc, si on revient sur la planche précédente, on va retrouver là, ce 9.0 au milieu qui représente ça et ça. Donc, une rigidité très très forte en milieu de shaft. Donc ici, Philippe l'a montré ce matin, je ne vous refais pas. Juste, j'ai mis cette courbe-là qui est intéressante. Là, on est dans la même gamme de shaft. Qu'est-ce qui change? Le poids et que le poids. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a des profils qui sont complètement différents. Donc, vous voulez par exemple, vous jouez le 60 grammes ou le 70 grammes sur le driver, et vous voulez jouer le 80 grammes sur un bois, vous allez vous retrouver avec un profil de shaft qui est complètement différent. Donc là-dessus, il faut, si on n'a pas fait les mesures avant, ben on ne peut pas le savoir. Je pourrais revenir là-dessus si vous avez des questions tout à l'heure. Ensuite, un travail important, c'est la régularité de production. Je vais donner des exemples tout à l'heure. Aujourd'hui, pour aller vite dans l'industrie du golf, il n'y a pas forcément de tri qui est fait, sauf chez les marques qui sont très très haut de gamme, mais qui nécessitent un investissement un peu supérieur. Donc j'ai plus de, je crois, 500 shafts que j'ai triés. Donc ça, c'est des shafts, je fais un petit focus là-dessus. Ça, c'est des shafts qu'on appelle type parallèle. Donc en fait, les shafts à type parallèle, on les reçoit, ils ont tous la même longueur. Et c'est ces shafts-là en fait, qui vont être utilisés pour monter la série. La plupart des shafts que vous avez sur les séries classiques, ce sont des shafts à type conique. Donc le bout de shaft qui est conique. Donc là, imaginez si on coupe le bout de shaft, il ne rentre plus dans la tête. Donc en gros, on subit la rigidité du shaft, on va le monter, on va le couper à longueur et ensuite on va faire un équilibrage. Ça permet d'être beaucoup plus rapide en gain de montage, mais s'il y a des irrégularités de production, ben on les subit directement. Donc il y a 2 techniques, soit on travaille en frequency matching, donc le frequency matching, c'est pour avoir tous les shafts de la même rigidité, soit on utilise des shafts classiques. Et là, c'est important aussi de faire des mesures pour connaître quelles sont les marques régulières et celles qui ne le sont pas. Et des fois, on a des clubs, des shafts pardon, qui se ressemblent,
qui ont les mêmes profils, mais certains sont très réguliers en termes de production et d'autres ne le sont pas. Donc là, j'ai pris 7 shafts différents. Donc vous voyez donc, la référence du shaft et le modèle, le nombre de shafts qui ont été mesurés, et puis derrière j'ai fait les écarts mini-maxi de chaque shaft. Donc on voit le premier, donc ici au niveau du poids, sur les 17, il y a eu 2 grammes, 0,4 d'écart, donc ce qui est très très faible. Et ici on voit qu'au niveau, donc ça, je ne l'ai pas précisé, quand je fais du profilage comme ça de shaft pour les trier, je ne refais pas les 7 valeurs. D'accord, j'ai déjà 4 valeurs plus le poids et ça permet déjà de faire un tri très performant. Donc ici, on voit en fait des choses qui sont des écarts qui sont très faibles. Mais par contre, si on prend un shaft comme les 2 premiers, là on a 5 grammes, 1 d'écart et au niveau du type, on a 61 d'écart et 109 pour celui-ci. Alors ce qui est important, c'est de voir ça. La fréquence brute, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a un cycle 1,8, c'est-à-dire 0,2 dixième de rigidité. Par contre, si on prend cela, là on est à une rigidité. Ça veut dire qu'il y a un shaft qui est stiff et l'autre qui est régular. Donc derrière, quand ça va être monté, s'ils ne sont pas triés, ça va donner n'importe quoi. Donc il nous arrive de temps en temps de carrément exclure un shaft d'une botte s'il est vraiment pas du tout régulier. Voilà, donc ici on voit des écarts. Donc ça, par exemple, ça c'est 2 shafts acier. Ici, c'est 4 shafts graphite et là, un shaft acier. On s'aperçoit quand même qu'en termes de régularité de production, les shafts acier, c'est quand même plus facile à obtenir une régularité de production sur les shafts acier que sur les shafts graphite. Alors ça, dans les résultats, ça va donner quoi? Donc ça, je vous ai mis 2 séries lambda du commerce qui sont passées dans mon atelier avant un fitting pour des mesures. Et là, donc, les courbes qu'a montré Philippe ce matin, donc là, on est régular. Donc ici, on a le pitch, 9, 8, 7, 6, etc. Donc on voit que le pitch, il est entre régular et senior. Et derrière, on a le 8 qui a une rigidité, voire un peu plus d'écart. Donc ça, c'est un rapport avec ce que je viens d'expliquer par rapport à la régularité et au tri des shafts. Ça, c'est une autre série. Donc ici, on va avoir les wedges. Là, on a la série. Là, les hybrides et le bois. Donc là, on va voir qu'en plus de l'irrégularité, on va dire, de production, il y a un écart de rigidité globale sur l'ensemble du sac qui n'est pas forcément cohérente. Voilà. Et ça, donc, ça, c'est les deux droites suivantes. Ça, c'est après montage, après tri, donc plus le frequency matching. Donc celle-ci, je vais l'expliquer après, enfin pourquoi la courbe est plutôt croissante et de plus en plus raide. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, donc par rapport aux différents points de rigidité du shaft, à savoir si le butt est rigide, s'il est souple, etc., qui va nous donner une rigidité globale au milieu, ou au type et au torque que j'ai confondu parce qu'en fait, c'est lui qui va agir sur la tête en premier et donc les deux sont intimement liés. Donc pour moi, la rigidité globale, elle correspond à la vitesse de swing. Avec des écarts, d'accord, sachant qu'il y a des joueurs qui préfèrent jouer en sous-rigidité et des clubs et des joueurs qui préfèrent jouer en sur-rigidité. Alors sur-rigidité, c'est quoi? C'est quand on a une vitesse de régular, on aime jouer dans nos sensations plutôt du stiff. Ça, je l'assimile personnellement à essayer de faire le pendant avec des sports que vous pouvez faire par ailleurs, avec par exemple des chaussures de ski.
Il y a des gens qui aiment avoir des chaussures très rigides et très serrées, et d'autres au contraire qui ont un style beaucoup plus coulé, et pour ça il leur faut des chaussures plus souples. Je ne sais pas si la comparaison est heureuse, mais bon. Ensuite, le milieu du shaft correspond à la transition et au tempo. Donc pour moi, plus le tempo d'un joueur est rapide, plus il lui faut un milieu de shaft qui soit raide ou un shaft global qui soit un peu plus raide. Donc pour donner un exemple, chez des joueurs professionnels, deux joueurs qui ont la même vitesse, même des fois il y en a un qui va taper un peu plus fort que l'autre, mais celui qui a le tempo le plus rapide va jouer un shaft légèrement plus raide et plus raide au milieu. Et ensuite, le type et le torque en fait sont liés au release. Donc ce matin, par rapport aux images qu'on a vues, ben, le senior qui a un release très précoce, ben, du coup lui il lui faut plutôt quelque chose de souple, sinon la tête va revenir trop vite. Donc ici, j'ai remis les données de base. Donc en fait, je vais utiliser ces valeurs-là donc pour faire mon fitting. Alors bien sûr, ça c'est les données de base, mais après il y a les observations, c'est-à-dire comment réagit le joueur. Et là, on est juste entre guillemets dans les prémices, à savoir, une fois qu'on a trouvé le shaft, il faut trouver le bon équilibrage. Donc ici, je vous donne l'exemple de ce shaft-là. C'est celui que j'ai montré sous la courbe qui avait un gros pic au milieu. Ben celui-là, je n'ai pas trouvé un seul joueur qui soit capable de le taper correctement et à qui il donne de bonnes sensations. Donc ça, c'est un mauvais investissement. Ce shaft-là, en fait, est très très raide au milieu. Et donc au moment de la transition, la déformation de 2 inches dont on parlait tout à l'heure, ben, en fait, le joueur ne sent pas le shaft se déformer, donc il va forcer à avoir l'impression de jouer une barre à mine. En plus de ça, derrière, on a un type qui est relativement souple et avec un torque qui n'est pas très élevé, mais la cohérence entre les deux, ça serait pour un joueur qui tape très très fort avec un release très précoce et un tempo ultra rapide. Pour l'instant, des joueurs comme ça, je n'en ai pas vu. Ça va peut-être arriver, mais je vais essayer de le refourguer à quelqu'un. On va voir. Voilà. Donc, je vais donner un autre exemple, pour essayer un peu d'illustrer mes propos. Alors, voyons. Ici, là, on voit un shaft qui est à peu près homogène. Là, on voit un shaft qui est un tout petit peu plus souple au milieu, ou celui-là qui est un petit peu plus souple. Bah, imaginons qu'on ait le même profil du shaft, celui qui est un peu plus souple au milieu par rapport aux extrémités va plutôt convenir à un joueur qui a un tempo un tout petit peu plus lent, quoi. Alors, l'orientation du shaft. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. J'espère qu'elle va être concluante. Je vais faire comme Bonaldi. Donc là, j'ai déjà donc, pris. Là, j'ai des bottes de shaft et j'ai déjà donc aligné les shafts. Donc avec un point, comme on l'a vu ce matin, un point d'alignement qui est plus souple, un point d'alignement qui est un peu plus élevé en termes de fréquence. Je me lance. Donc ici, j'ai mis le petit laser. Attendez, je vais sortir ça. Je vais tout casser. Je suis pas à l'aise, hein. Donc là, on n'est pas très très bien. Donc là, vous voyez,
l'alignement du shaft là est correct. Donc là, j'ai pris une équerre pour être sûr de bien le lancer droit. Et donc là, je tourne à peu près de 90 degrés. Donc c'est pas 90 degrés, hein. J'ai envoyé Philippe, on pourra peut-être le projeter tout à l'heure. Mais donc là, c'est l'autre côté du shaft, d'accord, qui oscille correctement. Là, on est à 252 cycles par minute. Et ici, on est à 249. Donc, d'un côté à l'autre, on a 0,3. Donc, on a presque une demi-rigidité d'écart. Et là, je vais positionner le shaft au milieu. Hop. Voilà. Donc ça, ben clairement, là, je peux le lancer 20 fois. Et pourtant, ça, c'est un shaft qui est dit haut de gamme. Je vous dis pas lequel c'est. Je ne vais pas avoir de problème. C'est déjà pas facile comme ça. Donc ici, je vais prendre un autre shaft. Bon, je ne vais peut-être pas vous montrer tous les alignements. Par contre, sur celui-là, je l'ai pris exprès parce qu'en fait, il est très régulier. Non, j'ai fait exprès. Là, on est à 247. Là, on est à 247. Là, on est à 247. Et là, on est à 247. Donc, ce shaft-là, à 360 degrés, celui-là, il ne coûte pas cher. À 360 degrés, en fait, il a 247 cycles d'écart. Vous le connaissez? Il y a Raphaël Jacquelin qui l'a joué très longtemps. Donc, ça, c'est plutôt un shaft qui est raide en bas, raide en haut et assez souple au milieu. Stricker et je crois Adam Scott l'ont joué très longtemps. C'est un shaft qui a à peu près 10 ans, qui n'a pas encore été copié au niveau du profil. Et donc, il est assez intéressant. Je n'ai pas fait le parallèle tout à l'heure par rapport aux fibres et aux sensations. Il y a des shafts à isoprofil, suivant en fait comment ils ont été assemblés avec les fibres, en fait, qui vont donner des sensations différentes pendant le swing. Avec le même équilibrage, tout pareil, on va dire, au niveau des mesures, sauf qu'ils vont donner des sensations différentes. Et ça vient de la combinaison du torque des fibres qui ont été utilisées. Voilà, et du profil du shaft. Alors, l'orientation du shaft avec les adaptateurs. Alors, il faut savoir que, à part pour je vais dire certains, parce qu'ils n'ont pas tous, mais pour certains joueurs pro, la plupart des shafts, enfin, ou les shafts qui sortent de l'industrie, ne sont pas orientés. Donc déjà, ça ne sert à rien, vous pouvez bouger, on ne sait pas si on ne l'a pas vérifié, s'ils sont dans le bon sens ou pas. Donc vous l'aurez compris, allez, lequel va permettre de respecter l'alignement sur cela? Personne ne veut se lancer. Pourquoi ping? Non, alors, celui-là, en fait, vous voyez, ceux-là, ils vont juste s'orienter. Et justement, le shaft étant collé à l'intérieur, mais dès qu'on tourne la sleeve, le shaft n'est plus orienté. Donc le seul c'est celui-ci, parce qu'en fait, il a deux bagues et qu'on va jouer en fait, sur le déplacement de ces deux bagues à l'intérieur. Donc c'est le seul, si le shaft est orienté, en fait, qui va permettre de garder le club correctement orienté par rapport à ce réglage. Donc, forcément, si on fait un réglage, ben, ça m'arrive avec les joueurs pros, on va essayer un réglage et puis on s'aperçoit que l'angle de décollage n'est pas bon. Donc on vient bouger la sleeve pour
pour améliorer l'angle de décollage ou au contraire l'abaisser ou le diminuer, ben derrière il faut redémonter le shaft, le réorienter, etc. Alors l'orientation de shaft, on l'a vu tout à l'heure à travers les robots. Pourquoi faire l'orientation de shaft? Ben, tout simplement, c'est que le golfeur, ce n'est pas un robot. Si on prend une séquence parfaite du robot, le club va se déformer d'une certaine manière par rapport à la vitesse que lui imprime ou à la déformation que lui imprime le robot. Et comme il va tout le temps refaire le même geste, ben, la déformation va être tout le temps similaire et donc le club reviendra parfaitement au même endroit. L'homme n'étant pas régulier, ça se saurait, ben, du coup, à travers un tempo qui va changer légèrement, une vitesse entre l'hiver et l'été qui va changer, ben, l'important c'est que le shaft revienne correctement et qu'il soit guidé. Et donc pour ça, il faut aligner le shaft. Alors justement, j'enchaîne par rapport au grip et à la rigidité du club. Je vais revenir à cette planche après, puisque je viens de parler de vitesse entre l'hiver et l'été. Ce qu'on a pu noter que ce soit avec le TrackMan ou avec le FlyScope, c'est qu'il y a des écarts de vitesse de swing entre l'hiver et l'été, soit parce qu'il fait froid, parce qu'on a des vêtements, et on a des variations moyennes qui sont de l'ordre de 5 miles à l'heure. 5 miles à l'heure, chez nous, là, les clubmakers, en termes de rigidité, ça va correspondre à une demi-rigidité. Donc, l'étude que j'ai menée, c'est de me dire, ben, tiens, qui a eu la sensation que l'hiver, les clubs étaient plus raides que l'été? Personne? Il y en a qui, vous ne jouez pas l'hiver. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les clubs au frigo toute la nuit et le matin, je me suis levé très tôt pour les mesurer. Et donc en fait, j'ai fait des écarts de rigidité entre une température de 22 degrés, qui n'est pas très élevée, puisqu'on peut jouer, et quand les clubs sortent de la voiture, l'été, ils sont encore plus chauds. Entre 8 degrés et 22 degrés, on a des écarts de rigidité que j'ai mesuré ici en CPM. Alors là, je vous ai mis les grips et les shafts associés. Donc on le voit ici, des rigidités, il y a à peu près deux rigidités d'écart. Donc c'est pour montrer qu'on peut avoir les mêmes choses. Et donc en termes d'écart et de fréquence, on a 0,4. Sachant que mon clamp qui sert à 6 bars et demi, ben lui, il va déjà pas mal compresser la matière, le grip entre le clamp et le shaft. Et donc du coup, on peut supposer qu'en serrant avec ses mains, en ayant les mains froides, etc., cet écart-là soit plus important. Maintenant, je n'ai pas les outils pour le mesurer, mais ce 0,4 de rigidité associé à la perte de rigidité liée à la vitesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un club plus dur et on va moins vite, ben ça nous donne 0,9, soit presque une rigidité d'écart entre ce qu'on a dans les mains l'été et notre capacité à swinger de la même manière l'hiver. Voilà. Et donc je vais revenir à la planche précédente. Bon, ça c'est un joueur pro. On s'aperçoit en fait que les rigidités des clubs nus et du grip, ben on a à peu près une rigidité, d'écart. Ici, on va monter jusqu'à 12 cycles. Alors tout dépend de la matière du grip, du nombre de couches, etc. Et en fait, donc là, on est sur le pitch, et plus on va redescendre, ou plus on va augmenter la longueur, c'est-à-dire sur les drivers, là, on va être de l'ordre de 1, 2, 3 cycles par minute, c'est-à-dire que ça va s'estomper légèrement. Voilà. Donc, le grip a une grosse influence en fait sur la rigidité du club. Si vous prenez, ici j'ai pris des exemples de grip. Là, c'est un grip qui est full corde. Ben, il va à peu près
faire perdre de 5 cycles par minute le club. Si vous avez un grip très mou comme ça, il va faire perdre à peu près 10 cycles. Donc le changement de grip va avoir une influence sur la rigidité des clubs et bien sûr sur la sensation au moment de l'appréhension. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, j'ai porté des... merci.